Dans un empire d'entreprise où la peur était la seule règle, aucune secrétaire ne survivait plus d'un mois, aux côtés du millionnaire le plus redouté de la capitale. Tout a changé quand une jeune femme têtue a franchi ses portes, renversant du café, brisant les protocoles et déclenchant une suite d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Entre jeux de pouvoir, secrets enfouis et une romance interdite née là où on s'y attendait le moins, tous deux ont découvert que même le cœur le plus glacial peut se fissurer. Mais lorsqu'un mensonge dévastateur a éclaté au grand jour, leur destin s'est transformé en une guerre silencieuse entre l'orgueil, la douleur et la rédemption. Avant de suivre cette histoire captivante sur le courage, l'amour et des choix impossibles, n'oubliez pas de laisser votre like et de commenter pour nous dire d'où vous nous regardez. Chapitre 1. Le gratte-ciel de verre de la Défense reflétait le ciel gris de Paris comme un miroir géant pointé vers le vide. Au 42e étage, où le silence n'était rompu que par le ronronnement discret de la climatisation et le cliquetis nerveux de talons pressés sur le marbre importé, se trouvait le siège de Lefebvre Corporation, un empire bâti sur des chiffres, des stratégies implacables et une réputation qui faisait trembler les investisseurs avant même de serrer la main de son fondateur. Romain Lefebvre n'était pas seulement le président de l'entreprise, il était la corporation incarnée. Grand, les épaules, large semblant porter le poids de générations entières, les cheveux noirs toujours impeccablement coiffés en arrière, les yeux sombres qui transperçaient n'importe qui, comme s'ils pouvaient lire des contrats invisibles écrits dans l'âme des gens. À 38 ans, il dirigeait un conglomérat évalué à des milliards, contrôlait des actions dans 5 pays et maintenait une routine si méticuleuse que ses propres cadres pariaient entre eux sur le temps qu'il mettrait à renvoyer sa prochaine assistante. Car une légende circulait dans les couloirs de Lefebvre Corporation, murmurée entre les cafés et les rapports, chuchotée dans les ascenseurs et les toilettes. Aucune secrétaire ne survivait un mois aux côtés de Romain Lefebvre. Peu importait le CV, l'expérience ou les références. Toutes, sans exception, démissionnaient avant que le calendrier n'atteigne 30 jours. Certaines partaient en pleurant, d'autres dans un silence absolu comme des soldats vaincus abandonnant le champ de bataille. L'une d'elles, selon les rumeurs, avait été mise en arrêt maladie pour stress aigu après seulement 2 semaines. Ce lundi matin, alors que la ville tentait encore de se remettre du week-end, Romain était dans son bureau vitré à réviser des contrats lorsque la porte s'ouvrit sans préavis. Il leva les yeux, prêt à réprimander quiconque avait osé entrer sans frapper, mais avant qu'il ne puisse articuler un mot, une silhouette maladroite franchit l'entrée en trébuchant sur ses propres talons hauts. Béatrice Fournier, 27 ans, cheveux châtains en désordre attachés en un chignon de travers, chemisier blanc froissé et un dossier sous le bras, entra en titubant comme si elle apprenait à marcher en talons à cet instant précis. Et peut-être que c'était le cas. Ses yeux noisettes, écarquillés de panique, rencontrèrent ceux de Romain une fraction de seconde avant que le désastre ne se produise. Le gobelet de café qu'elle tenait, de sa main libre, bascula au ralenti, déversant tout le liquide sombre et chaud directement sur la chemise blanche immaculée de Romain. Le silence qui suivit fut assourdissant. Béatrice resta paralysée, la bouche ouverte, les yeux fixés sur la tache brune qui s'étalait sur le torse de l'homme le plus puissant et le plus craint de toute l'entreprise. Romain regarda sa propre chemise, puis elle. Son visage resta complètement inexpressif, comme un masque de marbre qui ne révélait absolument rien de ce qui se passait derrière ses yeux noirs et impénétrables. « Je suis vraiment désolé, » murmura Béatrice, la voix tremblante et basse. « Je ne le voulais pas, je vous jure. J'essayais juste de trouver le service des ressources humaines, et quelqu'un m'a dit que c'était ici. Mais je crois que j'ai mal compris, et j'étais nerveuse, parce que c'est mon premier jour. Enfin, ce n'est pas mon premier jour parce que je n'ai pas encore été embauchée, mais ce serait mon premier jour si j'étais embauchée, et maintenant j'ai tout gâché. Et mon Dieu, je vais devoir payer pour cette chemise, n'est-ce pas ?» Elle continua de parler, les mots sortant en un flot incontrôlé, tandis que ses mains gesticulaient frénétiquement, essayant de sécher sa chemise avec un mouchoir en papier froissé qu'elle sortit de sa poche. Romain se contentait d'observer, immobile, pendant qu'elle frottait pratiquement le papier contre son torse, aggravant encore la situation. « Vous ne faites qu'empirer les choses, » dit-il finalement, la voix grave et contrôlée, chaque syllabe mesurée comme s'il signait un contrat. Béatrice se figea,
le mouchoir toujours pressé contre sa chemise. Elle leva le visage et, pour la première fois, le regarda vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalisa qui se tenait devant elle. Ce n'était pas un cadre quelconque. Ce n'était pas quelqu'un des ressources humaines. C'était Romain Lefebvre. Romain Lefebvre. L'homme dont la photo était affichée à la réception, dans les articles de magazines, sur les portails d'actualité financière. « Oh non » chuchota-t-elle, les yeux s'écarquillant encore plus. « Vous êtes lui. » Romain inclina légèrement la tête sur le côté, comme s'il évaluait un phénomène curieux qui venait d'apparaître dans son bureau. « Je suis qui ?» Le propriétaire de l'entreprise, le président. L'homme qui, selon la réceptionniste, dévore ses assistantes au petit déjeuner. Pour la première fois depuis des années, quelque chose d'étrange se produisit sur le visage de Romain Lefebvre. Le coin de sa bouche tressaillit. Ce n'était pas tout à fait un sourire, peut-être juste un spasme musculaire involontaire, mais il y avait quelque chose là, une fissure microscopique dans la façade de glace qu'il maintenait depuis si longtemps. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, s'éloignant enfin et prenant une veste de rechange qu'il gardait accrochée derrière la porte. « Béatrice Fournier. Je suis venu pour l'entretien d'assistante de direction, mais je crois que je viens de me disqualifier de manière assez spectaculaire. » Romain enfila la veste, la boutonnant lentement tout en l'observant. Elle était là, tremblant légèrement, les épaules tendues, et ce regard de quelqu'un qui s'attendait à être expulsé à tout moment. Mais il n'y avait aucune fausseté en elle. Il n'y avait pas la peur calculée qu'il voyait chez tous les autres. Il n'y avait qu'une sincérité brute, inconfortable et étrangement rafraîchissante. « Vous êtes engagé, » dit-il, retournant derrière son bureau et s'asseyant comme si de rien n'était. Béatrice cligna des yeux. « Quoi ?»« Commencez demain, 7 heures du matin. Ne soyez pas en retard. Mais j'ai renversé du café sur vous. J'ai ruiné votre chemise. Je n'ai même pas encore passé l'entretien. Considérez ceci comme votre entretien. Vous l'avez réussi. » « Comment ?» Je n'ai répondu à aucune question. Je n'ai même pas dit pourquoi je veux travailler ici. Romain la fixa un long moment. « Parce que vous avez besoin de ce travail. Vous êtes sans emploi depuis 4 mois. Votre dernier poste était dans une petite maison d'édition qui a fait faillite. Vous avez une formation en lettres, un master inachevé en littérature comparée, et vous avez 2 mois de loyer en retard. Ai-je raison ?» Béatrice resta bouche bée. « Comment savez-vous tout ça ? Je lis les CV, c'est mon travail. » « Mais mon CV ne dit pas que j'ai mon loyer en retard. »« Non, mais vos chaussures le disent. Elles sont usées, bien entretenues, mais vieilles. Vous n'avez pas d'argent pour en acheter de nouvelles. Votre chemisier est impeccable, mais c'est de la même marque que celle vendue en promotion dans les grandes chaînes à bas prix. Vous vous habillez bien avec peu de moyens. Cela m'intéresse. » Béatrice ne savait pas si elle devait être offensée ou impressionnée. Vous déduisez la situation financière des gens à partir de leurs chaussures, entre autres choses. Demain, 7 heures du matin. N'arrivez pas en retard et apportez du café, sans le renverser. Il se remit à regarder les papiers sur son bureau, mettant fin brusquement à la conversation. Béatrice resta là quelques secondes, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Puis, ne sachant pas exactement quoi dire, elle murmura un « merci ». Presque inaudible, et sortit du bureau en trébuchant de nouveau sur ses talons. Lorsque la porte se referma, Romain resta immobile un instant, les yeux fixés sur le contrat devant lui sans vraiment le lire. Quelque chose chez cette femme maladroite avait éveillé une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et la curiosité dans le monde de Romain Lefebvre était un sentiment dangereux. Ce soir-là, Béatrice rentra dans le petit appartement qu'elle partageait avec son amie Camille dans le 11e arrondissement. L'endroit était exigu avec une seule chambre, un salon minuscule et une cuisine où l'on pouvait à peine tenir à 2. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Et dernièrement, même cela devenait difficile. Camille était dans le salon assise sur le vieux canapé recouvert d'un plaid coloré, regardant un feuilleton à la télévision. Quand elle vit Béatrice entrer, elle éteignit l'appareil et se tourna vers elle, les yeux brillants d'attente. « Alors, comment s'est passé l'entretien ?» Béatrice laissa tomber son sac par terre et se jeta sur le canapé à côté de son amie, poussant un long soupir dramatique. « J'ai renversé du café sur le patron de l'entreprise. » Camille écarquilla les yeux. « Tu as fait quoi ?»« Du café, entier.
sur sa chemise blanche, avant même de savoir qui il était. Et tu as été viré avant d'être embauché. Impressionnant. Non. Il m'a engagé. Camille resta silencieuse un moment, traitant l'information. Attends, il t'a engagé après que tu lui as jeté du café dessus? Apparemment, oui, je commence demain. Béa, ça n'a aucun sens. Je sais, mais c'est ce qui s'est passé. Et tu sais le pire? Il est exactement comme on le dit. Froid, calculateur, terrifiant. Il a deviné toute ma vie juste en regardant mes chaussures. Camille regarda les pieds de son ami. Tes chaussures? Oui. Il a dit qu'elles sont usées, que je n'ai pas d'argent pour en acheter de nouvelles. Eh bien, techniquement, il a raison. Je sais, mais qui fait ça? Qui analyse les chaussures des gens? Des milliardaires bizarres, apparemment. Camille eut un sourire malicieux. Il est beau, au moins? Béatrice leva les yeux au ciel. Camille, je viens de trouver un travail. Rien d'autre ne m'intéresse. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui, d'accord, il est beau. Du genre intimidant. Tu sais, ces hommes qui ont l'air de signer ta sentence de mort en buvant un whisky. Ce genre-là. Camille rit. Tu as toujours eu un talent particulier pour te mettre dans des situations bizarres. Béatrice sourit, mais à l'intérieur elle sentait une boule au ventre. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait chez Lefebvre Corporation. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait désespérément besoin de ce travail. Les factures s'accumulaient, les allocations de chômage étaient terminées, et elle ne pouvait plus dépendre de la patience infinie de Camille. Alors elle allait faire en sorte que ça marche, coûte que coûte. Le lendemain matin, Béatrice se réveilla 1 heure plus tôt que nécessaire. Elle prit une douche, choisit les vêtements les moins froissés qu'elle avait, une jupe noire simple et un chemisier beige que Camille lui avait prêté, et quitta la maison en portant 2 tasses de café achetées à la boulangerie du coin. Elle arriva chez Lefebvre Corporation 20 minutes avant 7 heures, le cœur battant à tout rompre tandis que l'ascenseur montait les 42 étages. La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture épaisse, la regarda avec un mélange de pitié et d'incrédulité lorsque Béatrice dit qu'elle était la nouvelle assistante de Romain. « Bonne chance, » dit la femme, d'un ton qui signifiait clairement « vous en aurez besoin ». Béatrice déglutit et suivit le couloir jusqu'au bureau vitré au fond. La porte était entr'ouverte. Elle frappa légèrement avant d'entrer. Romain était déjà là, assis derrière son bureau, tapant quelque chose sur son ordinateur. Il portait un costume bleu marine impeccable, les cheveux parfaitement coiffés, et ne leva même pas les yeux quand elle entra. « Bonjour » dit Béatrice, la voix plus aiguë que prévu. « Vous êtes en avance. Il n'est pas 7 heures. J'ai dit 7 heures. Je préfère arriver en avance qu'en retard. » Romain la regarda enfin. Ses yeux parcoururent Béatrice de la tête aux pieds, non pas de manière intrusive, mais analytique, comme s'il évaluait un nouvel investissement. « Vous avez apporté le café ?» Béatrice leva les 2 tasses. Sans le renverser cette fois. Il fit un geste vers le bureau. Béatrice posa l'une des tasses devant lui et resta, là ne sachant pas exactement quoi faire. « Asseyez-vous » ordonna Romain, désignant la chaise de l'autre côté du bureau. « Je vais vous expliquer comment les choses fonctionnent ici. » Béatrice s'assit, les mains jointes sur ses genoux, essayant de paraître professionnelle malgré le trac qui lui nouait la gorge. Première règle, la ponctualité. Vous arrivez avant moi et vous partez après moi. Deuxième règle, la discrétion. Tout ce que vous voyez, entendez ou lisez, ici, reste ici. Troisième règle, l'efficacité. Je ne tolère aucune erreur. Quatrième règle, le silence. Je n'aime pas les bavardages. C'est compris? Oui, monsieur. Ne m'appelez pas monsieur. Appelez-moi Romain. Béatrice acquiesça. D'accord, Romain. Il ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier, le posant sur le bureau. Ce sont les présentations pour la réunion de jeudi avec les investisseurs japonais. Je veux que vous les révisiez, corrigiez les éventuelles fautes de français et réorganisiez les diapositives pour que le récit soit plus fluide. Vous avez jusqu'à demain, en fin de journée. Béatrice prit le dossier sentant son poids. Il devait y avoir au moins 200 diapositives à l'intérieur. C'est tout? Romain haussa un sourcil. Un problème? Non, aucun. Considérez que c'est fait. Très bien, votre bureau est juste là, à l'extérieur. Si vous avez une question, ne me la posez pas.
Essayez de résoudre le problème seul. Si vous n'y arrivez pas, alors seulement, vous venez me voir. Vous pouvez y aller. Béatrice se leva, tenant le dossier contre sa poitrine. Alors qu'elle était presque à la porte, sa voix l'arrêta. « Béatrice !» Elle se retourna. « Oui ?»« Bienvenue chez Lefebvre Corporation. » Il y avait quelque chose dans son ton qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Ce n'était pas exactement chaleureux, mais ce n'était pas froid non plus. C'était comme s'il testait si elle allait vraiment supporter ce qui allait suivre. Et Béatrice était déterminée à prouver que oui. Les premiers jours furent un tourbillon. Béatrice découvrit rapidement que travailler pour Romain Lefebvre, c'était comme être dans un champ de mines où chaque pas devait être calculé avec une précision militaire. Il ne criait pas. Il ne faisait pas de scandale. Mais son silence était plus terrifiant que n'importe quelle réprimande. Quand quelque chose n'était pas comme il le voulait, il vous regardait simplement avec ses yeux sombres et vous saviez, instantanément, que vous aviez échoué. Mais Béatrice avait un avantage que les autres assistantes n'avaient pas. Elle n'avait pas peur de poser des questions. Quand elle ne comprenait pas quelque chose, elle demandait. Quand elle n'était pas d'accord avec un choix, elle suggérait des alternatives. Et à sa grande surprise, Romain ne la coupait pas. Il écoutait. Il n'était pas toujours d'accord, mais il écoutait. La première semaine, elle réorganisa la présentation pour les investisseurs japonais de manière si créative que Romain resta 10 minutes en silence à regarder les diapositives avant de dire finalement « C'est bien ». La deuxième semaine, elle corrigea une erreur dans un contrat que les avocats avaient laissé passer, évitant à l'entreprise un procès potentiel. La troisième semaine, elle suggéra un changement dans la structure d'une proposition commerciale qui augmenta les chances d'approbation de 40%. Et à chaque petite victoire, quelque chose changeait. Romain commença à lui demander son avis sur des sujets qui allaient au-delà des révisions de texte. Il commença à l'inclure dans les réunions. Il commença à lui faire confiance d'une manière qui, selon les rumeurs que Béatrice entendait dans les couloirs, il n'avait jamais fait confiance à personne. Les autres employés observaient cela avec un mélange d'envie et d'incrédulité. Comment y parvenait-elle? Comment n'avait-elle pas encore démissionné? Qu'avait-elle de différent? La réponse était simple. Béatrice n'essayait pas d'être ce que Romain voulait qu'elle soit. Elle était simplement elle-même. Directe, créative, assez têtue pour ne pas reculer quand il essayait de l'intimider. Et Romain, sans s'en rendre compte, commença à dépendre de cela. Ce fut un après-midi pluvieux de jeudi, près d'un mois, après que Béatrice eut commencé, que quelque chose changea définitivement. Ils étaient dans la salle de réunion en train de réviser une proposition de fusion, quand Romain s'arrêta simplement au milieu d'une phrase et la regarda. « Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi ?» demanda-t-il soudainement. Béatrice leva les yeux de son ordinateur portable. « Pardon ? Tout le monde a peur de moi. Vous non. Pourquoi ? » Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que vous n'êtes qu'un homme très occupé, très exigeant et probablement très seul, mais quand même, juste. Un homme. » Romain resta silencieux, les yeux fixés sur elle comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. Et peut-être que c'était le cas. « Vous êtes étrange, Béatrice Fournier. » Elle sourit. « Je sais. » Et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Romain Lefebvre lui rendit son sourire. Un sourire infime, presque imperceptible, mais il était là. Et à cet instant, quelque chose entre eux changea. Quelque chose qu'aucun des deux ne sut nommer, mais qui était là, grandissant silencieusement comme une plante oubliée qui insiste pour fleurir même dans le béton. Chapitre 2. Le mois de mai arriva, apportant avec lui un froid inhabituel pour Paris. Les matins se levaient enveloppés d'une brume épaisse qui montait du parvis de la Défense comme si la ville entière respirait. Et Béatrice s'était déjà habituée à la routine implacable de Lefebvre Corporation. Elle arrivait tous les jours à 6h45, une tasse de café à la main et une liste mentale de tout ce qu'elle devait régler avant que Romain n'arrive à 7h pile. Mais quelque chose était différent. Elle le percevait dans les petites choses, dans la façon dont il faisait une pause avant de critiquer un rapport comme s'il mesurait ses mots, dans la manière dont ses yeux s'attardaient une seconde de plus quand elle entrait dans son bureau, dans le stylo qu'il faisait tourner entre ses doigts pendant qu'elle expliquait une stratégie,
un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme le signe qu'il écoutait vraiment. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur première rencontre désastreuse. 2 mois au cours desquels Béatrice avait non seulement survécu, mais avait prospéré d'une manière que personne dans l'entreprise ne pouvait comprendre. Les autres secrétaires la regardaient dans les couloirs avec un mélange d'admiration et de méfiance, comme si elle possédait un secret magique que ses prédécesseurs n'avaient pas découvert. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de secret. Béatrice refusait simplement de se plier, et Romain, habitué aux gens qui tremblèrent devant lui, trouvait dans cette obstination quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, du respect. Ce fut un mardi que tout commença à changer de manière irréversible. Romain avait un voyage prévu pour Lyon. 3 jours de réunion avec un groupe d'investisseurs intéressés par l'expansion de leurs opérations dans la région. Il voyageait toujours seul, entouré uniquement d'avocats et de consultants qui osaient à peine le regarder directement. Mais cette fois, la veille du voyage, il appela Béatrice dans son bureau. « Vous venez avec moi à Lyon », dit-il, sans lever les yeux des papiers qu'il signait. Béatrice, qui organisait des documents, s'arrêta net. « Pardon ? Le voyage de jeudi. Vous venez. J'ai besoin que vous révisiez les présentations pendant le vol et que vous preniez des notes pendant les réunions. Amanda du service juridique ne peut pas venir. Mais je n'ai jamais voyagé pour le travail. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Vous montez dans l'avion, vous vous asseyez, vous travaillez. Ce n'est pas compliqué. Le billet et l'hôtel sont déjà réservés. Nous partons jeudi à 6 heures du matin. » Béatrice sentit son cœur s'accélérer. Un voyage d'affaires, avec Romain Lefebvre. 3 jours. L'idée était à la fois excitante et terrifiante. « D'accord, » répondit-elle, essayant de paraître professionnelle. « Je vais me préparer. » Romain la regarda enfin. « Pas besoin de préparation. Soyez simplement vous-même. C'est de ça que j'ai besoin. » Il retourna à ses papiers, mettant fin à la conversation, mais Béatrice resta là quelques secondes de plus, digérant ces mots. « Soyez vous-même. » Venant de Romain Lefebvre, c'était presque une déclaration. Quand Béatrice parla du voyage à Camille, son amie faillit renverser la tasse de thé qu'elle tenait. 3 jours seule avec le patron milliardaire? Béa, tu te rends compte de ce que ça a l'air, n'est-ce pas? Je ne serai pas seule. Il y aura d'autres personnes. C'est du travail, Camille. Du travail. Camille fit cette expression qui indiquait qu'elle n'en croyait pas un mot. Et tu vas mettre quelle tenue? Une tenue de travail. Blazer, jupe, chaussures fermées. Pas de jolie robe? Un maquillage soigné? Pourquoi faire? Je vais travailler, pas à un dîner romantique. Camille soupira de façon dramatique. Tu es impossible, tu sais. Tu as un homme magnifique, riche et mystérieux, qui t'emmène en voyage et tu penses à un blazer. Béatrice leva les yeux au ciel, mais à l'intérieur, elle sentait cette boule au ventre qui venait chaque fois qu'elle pensait à Romain d'une manière qui n'était pas strictement professionnelle. Et dernièrement, cela arrivait plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Le jeudi se leva glacial. Béatrice était à l'aéroport d'Orly à 5h30 du matin, une petite valise à côté d'elle, vêtue d'un pantalon de tailleur noir et d'un pull gris que Camille avait insisté pour qu'elle mette, disant que ça lui allait bien. Romain apparut exactement à 5h50, ponctuel comme toujours, vêtu d'un costume anthracite et ne portant qu'une mallette en cuir. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête. » Le vol fut court, moins d'1 heure. Béatrice passa tout le temps avec son ordinateur portable ouvert, révisant les présentations pendant que Romain prenait des appels et répondait à des emails. Ils échangèrent à peine quelques mots pendant le trajet, mais lorsque l'avion atterrit à Lyon et qu'ils descendirent à l'escalier, l'air frais de la région frappa le visage de Béatrice comme un rappel qu'elle était loin de chez elle, en territoire inconnu. Le chauffeur les attendait avec une voiture noire. Romain donna les coordonnées de l'hôtel et ils roulèrent en silence dans les rues bordées d'arbres de la ville. Béatrice regardait par la fenêtre, observant les platanes qui longeaient les avenues, si différents des bâtiments haussmanniens de Paris. « Première fois à Lyon », demanda soudain Romain. « Première fois », confirma-t-elle. « C'est joli, c'est froid. » Elle sourit. « Vous n'aimez pas le froid? Je n'aime rien qui me met mal à l'aise. Ça doit être difficile, alors. La vie est essentiellement une succession de désagréments. » Romain la regarda du coin de l'œil. « Vous êtes toujours aussi philosophe? »
Seulement quand je suis nerveuse. Pourquoi êtes-vous nerveuse? Parce que je suis dans une ville que je ne connais pas, avec un patron dont tout le monde a peur sur le point de participer à des réunions qui pourraient décider de millions d'euros d'affaires. Ce ne serait pas humain de ne pas être nerveuse. Romain resta silencieux un moment, puis il dit, d'un ton plus doux que d'habitude, « Vous vous en sortirez bien, vous vous en sortez toujours. » Béatrice sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un compliment. Romain Lefebvre venait de lui faire un compliment, discrètement, presque sans le vouloir, mais il l'avait fait. L'hôtel était un bâtiment historique du centre-ville, rénové avec une élégance moderne. Béatrice reçut sa clé à la réception et monta dans sa chambre au 8e étage. Elle était simple mais confortable, avec une fenêtre donnant sur la rue animée. Elle posa sa valise, se changea rapidement et redescendit pour retrouver Romain dans le hall. La première réunion eut lieu dans un bureau du quartier de la Presqu'île. 3 heures de présentation, de graphiques, de projections financières et de négociations que Béatrice suivit en prenant des notes frénétiquement. Romain était dans son élément. Ferme, confiant, implacable. Il menait la réunion comme un chef d'orchestre dirige un orchestre, chaque mot calculé, chaque pause stratégique. Quand ils eurent terminé, il était presque 7 heures du soir. Le chauffeur les ramena à l'hôtel et Romain suggéra qu'ils dînent avant de revoir les points discutés. « Je connais un endroit près d'ici, » dit-il. « De la cuisine lyonnaise. »« C'est bon. » Béatrice accepta, surprise. C'était la première fois que Romain suggérait quelque chose qui n'était pas strictement professionnel. Le restaurant était un petit bouchon, accueillant, avec des tables en bois et une cheminée allumée dans un coin. Ils s'assirent près de la fenêtre et Romain commanda des quenelles de brochet, un plat traditionnel de la région. Béatrice, qui n'y avait jamais goûté, observa avec curiosité quand le plat arriva à table. « C'est bon, » assura Romain. « Faites-moi confiance. » Elle goûta, et c'était vraiment bon. La texture légère, la sauce onctueuse, une explosion de saveurs qui lui fit fermer les yeux de satisfaction. « Ça vous plaît ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose de presque amusé dans sa voix. « C'est incroyable. Comment connaissez-vous cet endroit ?» Romain prit une gorgée de vin avant de répondre. « Mon père m'a emmené ici une fois quand j'avais 17 ans. C'était l'une des rares fois où nous avons voyagé ensemble. » Il y avait une tristesse subtile dans ses mots. Béatrice le sentit. « Vous n'étiez pas proche ?»« Non. Il était trop occupé à construire son empire, et j'étais trop occupé à essayer d'être assez bon pour l'impressionner. Et vous avez réussi ?» Romain eut un sourire amer. « Il est décédé avant que je puisse le savoir. » Béatrice sentit un pincement au cœur. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps. Mais ça fait encore mal, n'est-ce pas ?» Romain la regarda et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle vit quelque chose au-delà du masque de glace. Il y avait de la vulnérabilité là, petite, cachée, mais présente. « Oui, » admit-il à voix basse. « Ça fait encore mal. » Ils restèrent silencieux un moment, avec seulement le crépitement de la cheminée en fond sonore. Béatrice ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots justes pour ce genre de blessure. Alors, elle tendit simplement la main sur la table et toucha légèrement la sienne. Un geste simple. Bref, mais significatif. Romain regarda sa main sur la sienne. Il ne se retira pas. Il ne dit rien. Il resta simplement là, laissant ce contact exister quelques secondes avant que Béatrice ne la retire. « Merci, » dit-il, si bas qu'elle l'entendit à peine. « Pourquoi ? De ne pas avoir pitié de moi. » « Je n'ai pas pitié. J'ai de l'empathie. C'est différent. » Romain acquiesça, comme s'il traitait l'information. « Vous êtes différente, Béatrice. » « Différente comment ? » « De toutes les personnes que je connais. C'est une bonne ou une mauvaise chose. » Il hésita avant de répondre. « Je ne sais pas encore. » Le dîner se poursuivit, mais quelque chose avait changé entre eux. Les conversations devinrent plus personnelles. Romain parla de la pression d'avoir repris l'entreprise à seulement 25 ans, des nuits blanches, de la solitude qui accompagnait la responsabilité. Béatrice parla de son enfance au Havre, de sa mère enseignante qui l'avait encouragée à lire dès son plus jeune âge, du rêve de devenir écrivaine qu'elle avait mis de côté lorsque la vie adulte avait exigé des choix pratiques. « Vous écrivez encore ?» demanda Romain.
Parfois, dans le peu de temps libre que j'ai, mais rien de sérieux. Pourquoi pas? Parce que les rêves ne paient pas les factures. Romain devint pensif. Mon père disait ça aussi, que je devais oublier l'astronomie et me concentrer sur les affaires, que les rêves étaient un luxe pour les gens qui pouvaient se permettre d'échouer. Et vous l'avez cru? Je n'ai pas eu le choix. Quand il est parti, j'ai tout hérité. L'entreprise, les dettes, les attentes. Et peu à peu j'ai oublié, et ce que je voulais. Béatrice l'observa. Et que vouliez-vous? Romain regarda par la fenêtre, vers le ciel sombre de Lyon. Je voulais étudier les étoiles, comprendre l'univers, me perdre dans quelque chose de plus grand que les chiffres et les contrats. Vous le pouvez encore. Non, ce train est déjà parti. Pourquoi? Parce que j'ai construit toute une vie autour de ça. Cet homme d'affaires. M'enlever ça maintenant, ce serait comme démanteler un immeuble alors que je suis encore à l'intérieur. Béatrice ressentit une vague de tristesse pour lui, pour cet homme puissant qui avait tout et rien à la fois. Il n'est jamais trop tard, Romain, pour rien. Il la regarda dans les yeux. Vous croyez vraiment ça? Je le crois. Et à ce moment-là, dans ce restaurant accueillant de Lyon, avec la cheminée crépitante et le vin réchauffant leur cœur, quelque chose entre Romain et Béatrice se solidifia. Ce n'était plus seulement une relation de patron à assistante, c'était quelque chose de plus profond, de plus complexe, de plus dangereux. Quand ils retournèrent à l'hôtel, il était plus de 11 heures du soir. Ils s'arrêtèrent dans le hall, chacun tenant la clé de sa propre chambre. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose de non dit qui flottait entre eux. « Demain, nous avons une réunion à 9 heures, dit Romain. « Je sais, je serai prête. Bonne nuit, Béatrice. Bonne nuit, Romain. » Mais aucun des deux ne bougea. Ils restèrent là, immobiles, se regardant comme s'il y avait quelque chose de plus à dire, mais qu'aucun ne savait comment commencer. Ce fut Béatrice qui rompit finalement le silence. « Merci pour le dîner. C'était agréable d'en apprendre un peu plus sur vous. » Romain eut un demi-sourire. « C'était agréable aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une vraie conversation avec quelqu'un. Vous devriez le faire plus souvent. » Converser? Être humain. Il rit. Un son bas, court, mais authentique. « Je vais essayer. » Béatrice sourit et se tourna enfin vers l'ascenseur. Quand les portes se fermèrent, elle se permit de relâcher l'air qu'elle retenait. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient légèrement. Elle était en train de tomber amoureuse. De la pire personne possible. De l'homme qui était son patron, qui vivait dans un monde complètement différent du sien, qui voyait probablement tout cela comme rien de plus qu'une conversation décontractée entre collègues. Mais quand elle arriva dans sa chambre et se jeta sur le lit, regardant le plafond, Béatrice sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quelque chose avait été planté cette nuit-là, quelque chose qui grandirait inévitablement, jusqu'à ne plus pouvoir être ignoré. À l'étage supérieur, Romain vivait la même turbulence intérieure. Assis dans le fauteuil de sa chambre, la cravate desserrée, un verre de whisky à la main, il regardait son téléphone sans vraiment rien voir. Il pensait à Béatrice, à la façon dont elle l'avait regardé, au contact doux de sa main sur la sienne, à la manière dont elle n'avait pas peur de questionner, de défier, d'être authentique. Il avait passé des années à construire des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. Mais Béatrice n'escaladait pas. Elle se contentait de marcher autour, trouvant les portes qu'il avait oublié de verrouiller. Et cela l'effrayait, parce que pour la première fois depuis très longtemps, Romain Lefebvre n'était pas en contrôle, et il ne savait pas comment gérer ça. Les 2 jours suivants suivirent un rythme similaire. Réunions pendant la journée, dîner le soir, conversations qui s'approfondissaient de plus en plus. Romain parla de sa mère qui était partie quand il était enfant, de la pression constante de maintenir un héritage, du sentiment d'être toujours seul, même entouré de gens. Béatrice partagea ses craintes de ne jamais être assez bonne, ses rêves reportés, la difficulté d'équilibrer survie et passion. La dernière nuit, ils étaient sur le toit-terrasse de l'hôtel. Il y avait une vue panoramique sur la ville, les lumières scintillant comme des étoiles terrestres. Romain avait apporté une bouteille de vin et 2 verres. « Tu savais que, quand j'étais enfant, je voulais un télescope ?» dit-il, regardant le ciel.
Je passais des heures à imaginer ce que ce serait de voir les étoiles de près. Saturne, Jupiter, la Lune. Pourquoi n'en as-tu jamais acheté un? Parce que ce serait admettre que ce garçon existe encore en moi. Et je ne peux pas me permettre d'être ce garçon. Béatrice se tourna vers lui. Pourquoi pas? Parce qu'il était faible, rêveur, naïf. Je pense qu'il était humain. Romain resta silencieux, les yeux fixés sur elle. Le vent frais de la soirée agitait les cheveux de Béatrice, et la lumière de la terrasse créait des ombres douces sur son visage. Elle était magnifique, pas de la manière traditionnelle, polie, qu'il avait l'habitude de voir lors des événements sociaux, mais d'une manière réelle, brute, honnête. « Tu m'effraies, Béatrice, » dit-il soudainement. « Moi? Pourquoi? Parce que tu me donnes envie de choses auxquelles j'ai renoncé il y a longtemps. Quel genre de choses? Être heureux, être libre, être moi-même. » Béatrice sentit son cœur s'accélérer. « Et qu'est-ce qui t'en empêche ?» Il fit un pas vers elle. La peur. De quoi? Que si je laisse ce garçon revenir, il détruira tout ce que j'ai construit, ou peut-être qu'il réparera tout ce qui est cassé. Romain la regarda dans les yeux, si près maintenant que Béatrice pouvait sentir la chaleur de son corps, même dans la fraîcheur de la nuit. Et, puis sans réfléchir, sans calculer, sans planifier, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il l'embrassa. Ce fut un baiser lent, hésitant au début, comme s'il testait si c'était réel. Mais quand Béatrice répondit, quand elle leva les mains et tint son visage, le baiser s'approfondit. Il devint urgent, nécessaire, comme s'ils étaient tous deux assoiffés de quelque chose que seul l'autre pouvait offrir. Quand ils se séparèrent enfin, haletants, Romain appuya son front contre le sien. « Je n'aurais pas dû faire ça, » murmura-t-il. « Pourquoi pas? Parce que tu travailles pour moi, parce que ça complique tout, parce que je ne sais pas si je peux être ce que tu mérites. » Béatrice tint son visage entre ses deux mains, le forçant à la regarder. « Je ne t'ai pas demandé d'être parfait, Romain. Je t'ai juste demandé d'être réel. » Et puis elle l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y eut aucune hésitation. Il y avait seulement la certitude que, sur ce toit-terrasse froid de Lyon, avec les étoiles comme témoins au-dessus d'eux, quelque chose d'irréversible s'était produit, quelque chose qui allait tout changer. Chapitre 3. Le retour à Paris fut enveloppé dans une brume d'émotions confuses qu'aucun des deux ne savait nommer. Dans l'avion, Béatrice feignit la concentration sur ses rapports, tout en sentant le regard de Romain sur elle, à intervalles réguliers. Lui, de son côté, alternait entre la réponse à ses emails et son observation discrète, comme s'il tentait de déchiffrer une énigme devenue plus complexe que n'importe quelle négociation d'affaires. Le baiser sur le toit-terrasse avait tout changé. Et en même temps, rien ne pouvait changer. Elle était toujours l'assistante. Il était toujours le patron. Et entre eux, désormais, il y avait un secret qui pulsait comme un cœur caché, battant trop fort pour être ignoré mais trop dangereux pour être révélé. Lorsqu'ils atterrirent à Orly, la réalité les accueillit avec la subtilité d'un coup de poing. Le chauffeur attendait. Le téléphone de Romain sonnait sans cesse. La ville les engloutissait de nouveau dans la routine implacable, comme si les 3 jours à Lyon n'avaient été qu'un rêve fiévreux. Le lundi suivant, Béatrice arriva au bureau plus tôt que d'habitude, l'estomac noué d'anxiété. Elle ne savait pas comment ce serait d'être dans la même pièce que Romain après ce qui s'était passé. Elle prépara son café, organisa son agenda, vérifia les emails. Quand il arriva, ponctuel comme toujours, elle sentit son cœur s'emballer. « Bonjour », dit-il, la voix contrôlée, professionnelle. « Bonjour », répondit-elle, forçant le même ton. Romain entra dans son bureau sans la regarder directement. Il ferma la porte. Béatrice resta à l'extérieur, respirant profondément, essayant de se concentrer sur son travail. Mais tout semblait différent maintenant. Chaque fois qu'il l'appelait, chaque fois que leurs regards se croisaient, il y avait une électricité dans l'air qui n'existait pas auparavant. La semaine se déroula dans une danse prudente de proximité et de distance. Ils travaillaient ensemble comme toujours, mais quelque chose s'était installé entre eux. Des regards qui duraient une seconde de plus, des mains qui se frôlaient accidentellement en se passant des documents, des silences chargés de tout ce qui ne pouvait être dit.
Ce fut le vendredi que la tension explosa enfin. Il était plus de 20 heures et le bureau était pratiquement vide. Béatrice finissait d'organiser des dossiers quand Romain l'appela dans son bureau. « J'ai besoin de te parler », dit-il. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de vulnérable. Béatrice entra, fermant la porte derrière elle. À propos de quoi? Romain se tenait devant la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ville illuminée en contrebas. À propos de Lyon, de ce qui s'est passé. Le cœur de Béatrice s'accéléra. D'accord. Il se tourna vers elle. Je n'arrête pas d'y penser, à toi, au baiser, à tout. Béatrice déglutit. Moi non plus. C'est mal. Tu travailles pour moi. Si quelqu'un le découvre, ça pourrait détruire ta réputation. On pourrait croire que tu utilises ça pour obtenir des avantages. Je sais. Je pourrais perdre la confiance des investisseurs, créer un scandale. La presse adorerait une histoire comme ça. Je sais, Romain. Alors pourquoi je n'arrive pas à te sortir de ma tête? Sa voix sortit presque comme un murmure désespéré, et Béatrice sentit quelque chose se briser en elle. Elle traversa la pièce en 3 pas décidés et s'arrêta devant lui, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Parce que parfois, la logique n'a pas d'importance, dit-elle. Parfois on ressent, c'est tout. Romain prit son visage entre ses mains, son pouce traçant la ligne de sa joue. Je ne sais pas faire ça, Béatrice. Je ne sais pas comment être ça. Alors apprends, avec moi. Et puis il l'embrassa à nouveau, et ce fut comme si toutes les barrières qu'ils avaient tenté de construire pendant la semaine s'effondraient d'un coup. Il la serra contre lui, ses mains descendant sur sa taille, et Béatrice enlaça ses bras autour de son cou, se permettant de s'abandonner à cette sensation de pouvoir enfin être près de lui sans penser aux conséquences. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient haletants. Romain appuya son front contre le sien, les yeux fermés. « Ça va tout compliquer », murmura-t-il. « Je sais. Mais tu le veux quand même ?»« Je le veux. » Il ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui la fit trembler. « Alors faisons-le à notre façon, lentement, en secret, jusqu'à ce qu'on découvre ce que c'est. Ça te va ?» Béatrice acquiesça. « Ça me va. » Et c'est ainsi que ça commença. Une relation cachée dans les ombres de Lefebvre Corporation. Des dîners discrets dans des restaurants éloignés du centre. Des messages effacés juste après avoir été lus. Des regards volés en réunion. Des baisers hâtifs dans des ascenseurs vides. Des nuits où il venait à son appartement après que Camille se soit endormie, où ils discutaient jusqu'à l'aube sur le balcon, partageant rêves et peurs comme des adolescents amoureux. Béatrice découvrit des facettes de Romain qu'elle n'aurait jamais imaginées. Il était drôle quand il se détendait, avec un sens de l'humour sec et intelligent qui la faisait rire. Il aimait la musique classique et les vieux films. Il cuisinait étonnamment, bien quand il avait le temps. Et dans les aubes silencieuses, quand Paris se calmait enfin, il parlait de son père avec une vulnérabilité qui lui brisait le cœur. « Il voulait que je sois parfait », raconta Romain une nuit, allongé à côté d'elle dans le lit exigu de l'appartement. Chaque note, chaque réussite, chaque décision. Rien n'était jamais assez bien. Et quand il est parti, je suis devenu encore plus exigeant avec moi-même, parce que je pensais qu'ainsi, il serait enfin fier. Béatrice lui caressa les cheveux. Mais il était déjà fier, j'en suis sûr. Comment peux-tu en être sûr? Parce que tu as bâti un empire. Tu as maintenu tout à flot alors que tout aurait pu s'effondrer. C'est plus que de la fierté. C'est un héritage. Romain la serra plus fort contre lui. Tu sais toujours quoi dire. Pas toujours. Parfois, je dis juste ce que je ressens. Et que ressens-tu maintenant? Elle le regarda dans les yeux. Que je suis la personne la plus chanceuse du monde. Il sourit, ce sourire rare qu'elle avait appris à chérir, comme le trésor qu'il était. C'est moi qui suis chanceux. Pendant 6 semaines, ils gardèrent le secret. 6 semaines de bonheur volé, de moments furtifs, d'une intimité qui grandissait chaque jour. Béatrice se sentait vivante comme jamais auparavant. Romain semblait plus léger, souriait davantage. Même les employés remarquaient son changement, bien que personne n'en connaisse la raison. Camille, bien sûr, découvrit tout. Il était impossible de cacher quelque chose à l'amie avec qui elle partageait un appartement. Une nuit, alors que Romain partait à l'aube, Camille l'attendait dans le salon,
les bras croisés. « Tu vas me le dire ou je vais devoir deviner ?» demanda-t-elle. Béatrice soupira et s'assit à côté de son amie. « C'est compliqué. Tu couches avec ton patron. Ce n'est pas que ça. Je crois que je suis amoureuse de lui. » Camille devint sérieuse. « Béa, tu te rends compte à quel point c'est dangereux? » « Je sais. Si quelqu'un le découvre, tu peux perdre ton travail, ta réputation, tout. » « Je sais, Camille, mais je ne peux pas m'arrêter. Quand je suis avec lui, tout a un sens. C'est comme si le monde entier s'emboîtait enfin. » Camille prit la main de son ami. « Fais juste attention, d'accord? Les hommes comme lui, avec tout ce pouvoir, ne comprennent parfois pas les conséquences que leurs choix ont sur des gens comme nous. » Béatrice acquiesça, mais au fond, elle croyait que Romain était différent, que ce qu'ils avaient était réel, qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. Elle avait tort. La bombe explosa un mardi pluvieux de juillet. Béatrice arriva au bureau et trouva une agitation inhabituelle. Les secrétaires chuchotaient dans les couloirs, les cadres échangeaient des regards inquiets. Quand elle entra, dans le bureau de Romain, elle le trouva tendu, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Il ne la regarda même pas. « Ferme la porte. » Béatrice obéit, le cœur battant à tout rompre. « Romain, mon ex-fiancée est ici, dans l'immeuble. Elle a demandé à me parler. » Béatrice sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ton ex-fiancée ? Florence Cartier. Nous avons rompu il y a 2 ans. Elle est en train de monter. » Avant que Béatrice ne puisse traiter l'information, la porte s'ouvrit et une femme entra, grande, blonde, impeccablement vêtue d'un tailleur blanc, un sac de créateur au bras. Ses yeux bleus parcoururent Béatrice avec un mépris à peine dissimulé, avant de se fixer sur Romain. « Romain, dit-elle, la voix douce mais avec une froideur tranchante en dessous. Nous devons parler, en privé. » Romain regarda Béatrice. « Veuillez nous laisser seuls, s'il vous plaît. » Béatrice eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Il n'avait même pas utilisé son prénom. Il l'avait simplement congédié comme n'importe quel employé. Ravalant son humiliation, elle sortit du bureau et ferma la porte, mais resta à l'extérieur, le cœur martelant contre ses côtes. Elle ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle voyait à travers la vitre. Florence gesticulait, parlait, se rapprochait de Romain. À un moment donné, elle posa sa main sur la sienne. Béatrice sentit une pointe de jalousie si forte qu'elle faillit entrer et exiger des explications, mais elle n'en avait pas le droit. Aux yeux de tous, elle n'était que l'assistante. La réunion dura 40 minutes. Quand Florence sortit enfin, elle passa devant Béatrice sans même la regarder. Romain resta dans son bureau debout devant la fenêtre, les mains dans les poches, complètement immobile. Béatrice attendit quelques minutes avant d'entrer. « Romain ?» Il ne se retourna pas. « Annulez mon agenda pour le reste de la journée. » Qu'est-ce qu'elle voulait? « Ça ne vous regarde pas. » La froideur de sa voix la frappa comme de la glace. « Romain, qu'est-ce qui se passe ?» Il se tourna enfin, et ce que Béatrice vit sur son visage l'effraya. C'était de nouveau le masque. Le Romain froid, distant, intouchable, qu'elle pensait avoir aidé à démanteler. « Ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. » Réfléchir à quoi? À nous, à tout ça. À savoir si c'était une erreur. Les mots frappèrent Béatrice comme des coups. Une erreur? Florence est enceinte. Le monde s'arrêta. Béatrice sentit ses jambes flageoler. Quoi? Elle est enceinte. Elle dit que c'est de moi. Mais vous avez rompu il y a 2 ans. Nous nous sommes vus une fois, il y a 3 mois, à un événement. Nous avons trop bu, j'étais seule, elle était là, et c'est arrivé. 3 mois, exactement au moment où elle et Romain avaient commencé à se rapprocher, exactement au moment où elle avait commencé à croire qu'elle pourrait avoir quelque chose de réel avec lui. « Tu as couché avec elle, » dit Béatrice, la voix tremblante, « pendant que tu étais avec moi. » Nous n'étions pas encore ensemble, c'était avant Lyon. Mais tu ressentais déjà quelque chose. Tu as dit que tu n'arrêtais pas de penser à moi. Et c'était le cas, mais cette nuit-là, j'étais confus, j'ai trop bu, et c'était une erreur qui va maintenant tout changer. Béatrice sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Romain se passa une main sur le visage, épuisé. « Je ne sais pas.
Je dois faire des tests, confirmés. Mais si c'est vrai, si elle est vraiment enceinte d'un de mes enfants, je vais devoir assumer mes responsabilités. Et nous? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Il ne peut pas y avoir de nous, Béatrice. Pas comme ça, pas maintenant. Elle sentit quelque chose se rompre dans sa poitrine. Après tout ce que nous avons partagé, tu vas simplement abandonner. Je n'abandonne pas. Je suis réaliste. Si elle est enceinte, les choses vont se compliquer. La presse va être sur nous. Ils vont enquêter sur ma vie. Et s'ils découvrent pour toi, pour nous, ils te détruiront. Alors laisse-les me détruire. Je m'en fiche. Mais moi je m'en soucie, cria finalement Romain, sa voix résonnant dans le bureau. Je me soucie de ce qu'ils te feront, de ce qu'ils diront, que tu es une profiteuse, que tu es avec moi pour l'argent, que tu as profité de la situation. Je ne laisserai pas ça arriver. Béatrice pleurait maintenant, les larmes coulant librement sur son visage. Alors, que veux-tu que je fasse? Que je prétende que rien ne s'est passé? Que je continue à être ton assistante, comme si tu ne m'avais pas fait sentir que je comptais? Romain s'approcha d'elle, prit son visage entre ses mains. Tu comptes. Plus que quiconque n'a jamais compté. Et c'est exactement pour ça que je dois te protéger. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de toi. Mais je ne peux pas te donner ça. Pas maintenant. Peut-être jamais. Béatrice s'éloigna de lui, essuyant ses larmes avec colère. Alors c'est décidé. Elle réapparaît et soudain, je ne compte plus. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Romain? Explique-moi. Parce que de mon côté, on dirait que tu l'as choisie, elle. Je choisis de faire ce qui est juste. S'il y a un enfant en jeu, j'ai des obligations. Et avec moi, tu n'as pas d'obligation avec moi? Nous n'avons jamais rien promis, Béatrice. Nous avons toujours su que c'était compliqué. Les mots furent comme des couteaux. Béatrice le regarda, cet homme qu'elle pensait connaître, et vit un étranger. L'homme d'affaires froid. L'homme qui calculait tout. Celui qui plaçait la logique au-dessus des sentiments. Tu as raison, dit-elle, la voix ferme malgré la douleur. Nous n'avons jamais rien promis. Et maintenant je comprends pourquoi. Parce que tu ne sais pas comment promettre. Tu ne sais pas comment t'engager vraiment. Béatrice, s'il te plaît. Non, tu as fait ton choix. Maintenant, je vais faire le mien. Elle se tourna pour partir, mais Romain lui attrapa le bras. Où vas-tu? Je m'en vais. Je ne peux plus travailler ici, pas comme ça. Tu n'as pas à faire ça. Si, je dois le faire, parce que chaque fois que je te regarderai, je me souviendrai de ce que nous aurions pu être, et ça me détruira. Romain lâcha son bras, vaincu. Béatrice. Elle le regarda une dernière fois. J'espère qu'elle en vaut la peine. J'espère que l'enfant est vraiment de toi. Et j'espère que tu seras heureux. Parce que moi, je trouverai un moyen d'être heureuse sans toi. Et puis elle sortit. Elle traversa le couloir la tête haute, ignorant les regards curieux des autres employés. Elle prit ses affaires sur son bureau, mit tout dans son sac et quitta Lefebvre Corporation sans se retourner. Ce n'est qu'une fois dans la rue, sous la pluie battante, que Béatrice se permit enfin de pleurer. Des sanglots profonds qui secouaient tout son corps, tandis qu'elle marchait sans but sur les grands boulevards, complètement trempée, complètement brisée. Cela faisait 3 mois, seulement 3 mois qu'elle était entrée dans ce bureau et avait bouleversé sa vie. Et maintenant tout était fini, détruit par un fantôme du passé qui avait réapparu, apportant avec lui une bombe qui faisait exploser tout ce que Béatrice avait commencé à construire. Elle ne savait pas qu'au même moment, Romain faisait la même chose dans son bureau. Il pleurait. Pour la première fois depuis des années, il laissait les larmes couler en regardant la place vide où Béatrice avait l'habitude de s'asseoir, parce qu'il venait de perdre la seule personne qui l'avait vraiment fait se sentir vivant, et la douleur de cette perte était plus grande que tout ce qu'il avait jamais affronté en affaires. Mais Romain Lefebvre ne savait pas pleurer longtemps. Il essuya ses larmes, respira profondément, et redevint l'homme d'affaires implacable que le monde connaissait. Il avait une situation à régler, une grossesse à confirmer, une réputation à maintenir, et un cœur brisé qu'il devrait apprendre à ignorer. Béatrice arriva à l'appartement, trempée et anéantie. Camille était dans le salon et se leva immédiatement en la voyant. « Mon Dieu, Béa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Béatrice s'effondra dans les bras de son amie. « C'est fini, tout est fini. » Et tout en pleurant, elle raconta tout.
Florence, la grossesse, comment Romain avait simplement choisi le devoir plutôt qu'elle. Camille la serra dans ses bras, la laissa pleurer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes, puis l'aida à prendre un bain chaud et à se coucher. « Tu vas t'en remettre, » dit Camille en caressant les cheveux de son amie. « Ça va faire mal, mais tu vas t'en remettre. » Mais Béatrice n'en était pas si sûre, parce que pour la première fois de sa vie, elle s'était autorisée à aimer vraiment. Et perdre cela semblait lui avoir arraché un morceau d'elle-même qui ne repousserait peut-être jamais. Chapitre 4. Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Béatrice. Elle se réveillait chaque matin avec un poids sur la poitrine qui semblait vouloir l'écraser contre le matelas. L'appartement du 11e arrondissement, autrefois accueillant, ressemblait maintenant à une prison où chaque coin gardait des souvenirs de conversations chuchotées avec Romain, de rires partagés, de baisers volés sur le balcon quand Camille dormait. La première semaine fut la pire. Béatrice sortait à peine de son lit. Camille lui apportait de la nourriture qu'elle ne mangeait pas, lui préparait du thé qui refroidissait, intact, sur la table de chevet, essayait de converser mais ne recevait que le silence en réponse. C'était comme si quelque chose à l'intérieur de Béatrice s'était éteint ce jour de pluie où elle avait quitté Lefebvre Corporation pour la dernière fois. « Tu dois réagir », dit Camille un matin en ouvrant les rideaux de la chambre et en laissant la lumière du soleil envahir l'espace. « Béa, je sais que tu souffres, mais tu ne peux pas laisser ça te détruire. » Béatrice se recroquevilla sous la couverture. « J'ai tout donné, Camille, et ce n'était pas suffisant. » Il ne s'agissait pas d'être suffisante, c'était une question de timing, de circonstances. Mais tu es toujours là, tu as toujours du talent, tu as toujours des rêves. Quels rêves? J'ai tout abandonné pour ce travail, et maintenant, je n'ai même plus ça. Camille s'assit au bord du lit. Alors, crée-toi de nouveaux rêves. Tu as toujours voulu écrire, n'est-ce pas? Écris, mette tout ça sur le papier, transforme cette douleur en art. Béatrice regarda son amie. Ces mots résonnèrent étrangement dans sa poitrine. Écrire. Elle n'avait rien écrit de sérieux depuis des années. Depuis la fac, depuis que la vie d'adulte avait exigé des choix pratiques. Mais maintenant, sans emploi, sans Romain, sans rien à perdre, c'était peut-être le moment d'essayer. Cet après-midi-là, Béatrice se leva pour la première fois depuis des jours. Elle prit une douche, enfila des vêtements propres, se fit un café. Elle s'assit sur le vieux canapé du salon avec son ordinateur portable sur les genoux et commença à écrire. Au début, ce n'étaient que des mots décousus, des fragments de douleur, des éclats de colère. Mais peu à peu, une forme se dessina. Une histoire. Pas exactement son histoire avec Romain, mais quelque chose inspiré de cela. Une femme ordinaire qui tombe amoureuse d'un homme puissant et découvre que l'amour, parfois, ne suffit pas à combler les abîmes entre des mondes différents. Elle écrivit pendant des heures, des jours, des semaines. Les mots coulaient comme s'ils avaient été retenus pendant des années, n'attendant que la bonne porte pour s'ouvrir. Béatrice écrivait sur la douleur, sur la perte, sur le courage de recommencer, et à chaque chapitre terminé, elle sentait un morceau de sa tristesse se transformer en quelque chose de différent. Pas exactement du bonheur, mais de l'acceptation. La compréhension que certaines histoires se terminent non pas parce qu'elles étaient de mauvaises, mais parce que ce n'était pas le bon moment. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Romain affrontait son propre enfer. Les examens l'avaient confirmé. Florence n'était pas enceinte. Elle ne l'avait jamais été. Tout n'avait été qu'une manipulation, élaborée pour reconquérir la place qu'elle estimait mériter à ses côtés. Quand Romain découvrit la vérité, par l'intermédiaire d'un médecin que Florence avait consulté et qui, par hasard, était une connaissance de la famille Lefebvre, la fureur qu'il ressentit fut si intense qu'il dut s'enfermer dans son bureau pour ne pas faire quelque chose qu'il regretterait. Mais la fureur laissa bientôt place au désespoir, parce qu'il avait perdu Béatrice à cause d'un mensonge. Il avait choisi ce qu'il pensait être juste, responsable, mature, et ce faisant, il avait détruit la seule chose vraie qu'il avait dans sa vie. Les deux premières semaines sans Béatrice furent fonctionnelles. Romain engagea une nouvelle assistante, une femme efficace d'une 50aine d'années qui faisait son travail avec compétence mais sans âme. Elle ne remettait pas en question ses décisions.
Ne suggérez pas de changements créatifs dans les présentations. Ne le regardez pas comme si elle pouvait voir au-delà de sa façade de glace. C'était exactement ce qu'il avait toujours voulu, et c'était absolument insupportable. Les rapports commencèrent à s'accumuler. Les réunions devinrent plus tendues. Romain était irritable en permanence, impatient, redevenant l'homme que tout le monde craignait. Les employés chuchotaient dans les couloirs qu'il était pire que jamais, plus froid, plus distant. Personne ne comprenait ce qui s'était passé, seulement que l'assistante que tout le monde pensait enfin capable de rester avait soudainement disparu. Ce fut Marianne, la réceptionniste, qui eut finalement le courage de demander. Un après-midi où Romain passait par la réception, elle l'interpella. « Monsieur Lefebvre, puis-je vous poser une question ?» Romain s'arrêta, impatient. « Qu'est-ce que c'est ?»« Béatrice, a-t-elle démissionné ?» Quelque chose se serra dans la poitrine de Romain en entendant son nom. « Oui. »« Puis-je demander pourquoi ?»« Des raisons personnelles. » Marianne hésita mais continua. « Vous savez que tout le monde ici l'adorait, n'est-ce pas? Elle était différente. Elle vous faisait sourire. Et maintenant vous êtes... Pardonnez ma franchise, mais vous êtes de nouveau terrible. » Romain regarda la femme. Son inquiétude était sincère, il n'y avait aucune malice. Juste le constat de quelqu'un qui avait vu le changement en lui et voyait maintenant le retour en arrière. « Je sais, » admit-il à voix basse, « mais parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, parfois les choses ne fonctionnent pas parce qu'on ne se bat pas pour elles. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Romain pour le reste de la journée. On ne se bat pas pour elles. Il avait passé sa vie à se battre, pour des affaires, des contrats, des profits. Mais quand il s'agissait de Béatrice, de ce qui comptait vraiment, il avait simplement abandonné. Il avait fait le choix qu'il pensait juste, sans même lui donner la chance de choisir aussi. Cette nuit-là, Romain fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Il prit son téléphone et composa le numéro de Béatrice. Il sonna 3 fois. Elle ne répondit pas. Il envoya des messages. Aucune réponse. C'est là qu'il réalisa qu'elle avait bloqué son numéro. La douleur de cette constatation fut physique. Béatrice ne voulait pas lui parler. Et il ne pouvait pas lui en vouloir. Il l'avait blessée, repoussée, avait choisi un devoir imaginaire plutôt qu'un amour réel. Pourquoi lui donnerait-elle une seconde chance? C'est alors que Romain prit une décision. S'il ne pouvait pas lui parler, il pouvait au moins essayer de faire quelque chose pour elle. Quelque chose qui montrerait que, malgré tout, il tenait vraiment à elle. Il prit son téléphone et appela une vieille connaissance, éditeur dans l'une des plus grandes maisons d'édition du pays. « Richard, j'ai besoin d'une faveur. » 3 semaines après le jour où elle avait quitté Lefebvre Corporation, Béatrice était dans la cuisine en train de faire du café quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Normalement, elle n'aurait pas répondu, mais quelque chose la poussa à accepter l'appel. « Allô? Béatrice Fournier ?» demanda une voix masculine et polie. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Richard Martin. Je suis éditeur aux éditions Horizon. J'ai reçu un de vos manuscrits et j'aimerais discuter d'une éventuelle publication. » Béatrice faillit renverser sa tasse de café. « Pardon, quoi ?»« Votre roman. Étoile sur le béton. C'est exactement le genre d'histoire que nous recherchons. Émouvant, bien écrit, avec des personnages complexes, nous aimerions le publier. Mais je n'ai envoyé aucun manuscrit. Je n'ai même pas encore fini de l'écrire. » Il y eut une pause de l'autre côté. « Alors quelqu'un l'a envoyé pour vous. Le fichier est arrivé dans ma boîte. Mail il y a 2 semaines avec une très forte recommandation. Je pensais que vous étiez au courant. » Le cœur de Béatrice se mit à battre plus vite. « Qui l'a envoyé? Je ne peux pas le révéler, mais je peux dire que c'est quelqu'un qui croit beaucoup en votre talent. Et après l'avoir lu, j'y crois aussi. Pouvez-vous venir au bureau la semaine prochaine pour que nous discutions des détails ?» Béatrice avait du mal à comprendre ce qu'elle entendait. « Oui, je peux. Parfait. Ma secrétaire vous enverra un mail avec les créneaux disponibles. J'ai hâte de travailler avec vous, Béatrice. » Quand elle raccrocha, Béatrice resta figée au milieu de la cuisine, le téléphone toujours à la main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quelqu'un avait envoyé son manuscrit à un éditeur, quelqu'un qui avait accès à son travail, quelqu'un qui savait à quel point l'écriture comptait pour elle. Romain. Ce ne pouvait être que lui. Il était la seule personne, en dehors de Camille,
à connaître son rêve de devenir écrivaine. Mais comment avait-il obtenu le manuscrit? Elle ne le lui avait pas envoyé. À moins que... Béatrice courut dans sa chambre et ouvrit son ordinateur portable. Elle vérifia la sauvegarde automatique sur le cloud qu'elle utilisait pour ses documents. Et c'était là. Romain avait accès à son compte professionnel depuis l'époque où ils travaillaient ensemble. Elle n'avait jamais supprimé les autorisations. Il avait dû trouver le fichier là. Des larmes se mirent à couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un mélange d'émotions qu'elle ne savait nommer. La colère qu'il ait envahi sa vie privée, la gratitude qu'il ait crue en elle au point d'envoyer son travail à un éditeur important. Le manque. Un manque si douloureux. Camille entra dans la chambre à ce moment-là et vit son amie en larmes. « Béa, qu'est-ce qui s'est passé ?» À travers ses larmes, Béatrice raconta tout. L'appel, le livre, Romain. Camille écouta en silence puis serra son amie dans ses bras. « Il t'aime encore, tu le sais, n'est-ce pas ?» Béatrice s'écarta, essuyant ses larmes. « Ça n'a pas d'importance. Il a fait son choix. Mais, et si son choix était basé sur un mensonge? Tu ne penses pas que tu mérites de savoir la vérité? » Quelle vérité? Il était avec elle. Elle était enceinte. Fin de l'histoire. Camille hésita. « Béa, je ne voulais pas te le dire parce que je pensais que tu avais besoin de temps pour guérir. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le cœur de Béatrice s'accéléra. « Quoi? » « J'ai vu un article, il y a 2 semaines, sur Romain. Il a publiquement rompu avec Florence. Il a convoqué la presse et a dit qu'elle avait menti sur la grossesse, que tout était une manipulation. Sa réputation est détruite. » Béatrice sentit le sol bouger sous ses pieds. Elle a menti? Elle n'a jamais été enceinte. C'était une mascarade pour le reconquérir. Et quand il l'a découvert, il a tout arrêté et a exposé la vérité. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?»« Parce que tu allais mal. Tu commençais à te remettre. Je ne voulais pas que tu retournes vers lui juste parce que tu avais découvert qu'il était libre. Je voulais que tu guérisses d'abord. » Béatrice s'assit sur le lit, les jambes sans force. Romain avait découvert la vérité, avait rompu avec Florence. Et pourtant, il n'était pas venu la chercher. Pourquoi? La réponse arriva sous la forme d'une enveloppe 3 jours plus tard. Béatrice reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de Romain. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et 2 billets. La lettre disait « Béatrice, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai blessé d'une manière peut-être impardonnable, mais il faut que tu saches la vérité. Florence a menti. Il n'y a jamais eu de grossesse. Quand je l'ai découvert, j'ai tout arrêté immédiatement. Mais je ne suis pas venu te chercher parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Je t'ai repoussé sans te donner le choix. J'ai pris une décision pour nous deux, parce que je pensais savoir ce qui était le mieux. Et c'était une erreur. Alors maintenant, pour la première fois, je te donne le choix. Les billets sont pour l'Observatoire du Parc de Saint-Cloud. Vendredi, 21h. J'y serai. Si tu viens, nous aurons une vraie conversation. Si tu ne viens pas, je comprendrai, je respecterai ta décision. Et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être la moitié de l'homme que tu m'as fait croire que je pouvais être, avec tout mon amour, Romain. » Béatrice lut la lettre 3 fois. Puis elle regarda les billets. Vendredi, dans 2 jours. Elle ne savait pas quoi faire. Une partie d'elle voulait tout déchirer, effacer Romain de sa vie pour de bon. Mais une autre partie, celle qui l'aimait encore malgré tout, voulait courir vers lui et oublier toute la douleur. « Camille, qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-elle en montrant la lettre à son amie. Camille la lut et sourit. « Tu y vas, parce que malgré tout, tu mérites d'entendre ce qu'il a à dire. Tu mérites d'avoir toutes les informations avant de décider. Et si tu décides que tu ne veux plus rien avec lui, c'est très bien. Mais au moins, tu auras vraiment bouclé la boucle. » Le vendredi arriva sous un ciel nuageux. Béatrice passa toute la journée nerveuse, changeant de tenue 5 fois, répétant mentalement ce qu'elle dirait en le voyant. À 20h30, elle prit un VTC et se dirigea vers le parc de Saint-Cloud. L'observatoire était un bâtiment discret au milieu du parc, entouré d'arbres. Quand Béatrice arriva, le gardien à l'entrée vérifia son billet et l'orienta vers la terrasse supérieure. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde autour pouvait l'entendre. Elle monta lentement les escaliers. Quand elle arriva sur la terrasse, elle le vit. Romain se tenait à côté d'un énorme télescope,
vêtue d'un jean et d'un simple pull, si différent des costumes impeccables qu'elle avait l'habitude de lui voir porter. Il regardait le ciel, les mains dans les poches, et il y avait quelque chose de si vulnérable dans cette image que Béatrice sentit sa poitrine se serrer. Quand il l'entendit arriver, il se retourna. Leurs regards se croisèrent et le monde sembla s'arrêter. « Tu es venu ?» dit-il, la voix chargée d'émotion. « Je suis venu », confirma-t-elle, gardant ses distances. « Mais ça ne signifie rien d'autre que ma volonté d'écouter. » Romain acquiesça. « C'est tout ce que je demande. » Il s'approcha lentement, comme s'il avait peur de l'effrayer. « Béatrice, j'ai eu tort. J'ai eu tort d'une manière si profonde que je ne sais pas si le pardon est possible. Quand Florence est arrivée en disant qu'elle était enceinte, j'ai paniqué. Pas parce que je voulais retourner avec elle, mais parce que je pensais que je devais faire ce qui était juste. Te protéger de la tempête qui allait arriver. Mais en réalité, ce que j'ai fait, c'est te traiter comme si tu n'étais pas capable de prendre tes propres décisions. Tu m'as repoussé, dit Béatrice, la voix tremblante, sans même me demander ce que je voulais. Tu m'as traité comme une simple employée. Je sais. Et c'est la pire décision que j'ai jamais prise, parce que pendant les 3 mois que nous avons passés ensemble, tu as été la seule personne à me donner vraiment envie d'être meilleure. Tu m'as montré qu'il y avait une vie au-delà des chiffres, des contrats, de l'entreprise. Tu m'as rappelé que je voulais étudier les étoiles, pas les bilans financiers. Il désigna le télescope. J'ai acheté ça. Il y a 2 semaines, je l'ai installé sur le toit de mon appartement. Et chaque nuit, je regarde le ciel et je pense à toi. Je pense à la façon dont tu avais raison. Il n'est jamais trop tard. Pour retrouver ses rêves, Béatrice sentit les larmes menacées de couler. Pourquoi m'as-tu amené ici, Romain? Parce que je voulais te montrer que j'ai appris, que cette fois, je ne déciderai pas pour nous. Cette fois, le choix t'appartient. Il se rapprocha encore, jusqu'à être si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. Je t'aime, Béatrice. J'aime ta façon de rire, ta façon de défier mes certitudes, ta façon d'écrire comme si tu saignais des mots sur le papier. J'aime comment tu m'as fait croire que je pouvais être plus que cette coquille, vide d'homme d'affaires. Et si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Et si je ne te la donne pas, demanda-t-elle, la voix sortant en un murmure. Alors, je respecterai. Je continuerai à t'aimer de loin. Je me réjouirai du succès de ton livre. Je vibrerai à chacune de tes réussites. Mais je n'arrêterai jamais de t'aimer. Les larmes coulèrent enfin, roulant librement sur le visage de Béatrice. Tu m'as fait mal. Je sais. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez. Tu es plus qu'assez. Tu es tout. Comment puis-je être sûr que tu ne me repousseras pas à nouveau quand les choses deviendront difficiles? Romain sortit quelque chose de sa poche. C'était une petite boîte. Quand il l'ouvrit, Béatrice vit une bague. Ce n'était pas une bague de fiançailles traditionnelle. Elle était délicate, en forme d'étoile, avec de petits diamants qui brillaient comme des constellations. Cette bague a été faite spécialement pour toi. Chaque diamant représente une étoile, et au centre, il y a une inscription. Il sortit la bague de la boîte et la lui montra. On pouvait y lire « Il n'est jamais trop tard ». Béatrice regarda la bague, puis Romain, puis de nouveau la bague. « Tu me demandes en mariage? Je te demande une chance. Si tu acceptes cette bague, tu acceptes d'essayer à nouveau. Lentement, à ton rythme, à ta façon. Sans pression, sans autres attentes que l'honnêteté et le respect. Et si un jour tu décides de vouloir m'épouser, je serai là. Mais pour l'instant, je veux juste que tu reviennes dans ma vie. » Béatrice tendit la main tremblante. Romain lui passa délicatement la bague au doigt, comme s'il tenait la chose la plus précieuse au monde. « Je suis encore en colère contre toi, » dit-elle. « Je sais. Et il me faudra du temps pour te faire à nouveau confiance. J'ai tout le temps du monde. Et si je veux qu'on aille doucement, des dîners, des conversations, tout reconstruire à partir de zéro, alors c'est ce que nous ferons. » Béatrice le regarda dans les yeux et y vit tout ce qu'elle avait besoin de voir. Un regret sincère, un amour véritable, et quelque chose de plus, l'espoir. Elle se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, prudent, chargé de toutes les émotions qui les avaient traversées ces derniers mois. Douleur, manque, amour, pardon. Quand ils se séparèrent,
Romain appuya son front contre le sien. « Je ne gâcherai pas tout cette fois, promit-il. Tu gâcheras des choses. Nous le ferons tous les deux, parce que nous sommes humains. Mais la différence, c'est que cette fois, nous réparerons ensemble. » Ils restèrent là, enlacés sous le ciel de Paris, tandis que les étoiles commençaient à apparaître entre les nuages qui se dispersaient. Romain l'emmena jusqu'au télescope. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il en ajustant l'équipement. « Regarde. » Béatrice regarda à travers l'oculaire et vit Saturne, ses anneaux brillant magnifiquement contre le noir de l'espace. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Tu m'as aidé à me souvenir de lever les yeux, » dit Romain, « à me souvenir qu'il y a de la beauté au-delà des chiffres. Et pour ça, je te suis éternellement reconnaissant. » Les mois suivants furent ceux de la reconstruction. Romain et Béatrice recommencèrent, cette fois sans secret, sans précipitation. Ils l'emmenaient dîner, se promener dans les parcs, à des séances de cinéma où ils regardèrent de vieux films qu'elle aimait. Elle le présenta officiellement à Camille, l'emmena rencontrer sa mère au Havre, lui montra le monde au-delà des gratte-ciel et des salles de réunion. Le livre de Béatrice fut publié 6 mois plus tard et devint un succès inattendu. L'histoire de la femme ordinaire qui tombe amoureuse de l'homme d'affaires puissant toucha les cœurs dans tout le pays. Lors des interviews, on demandait toujours à Béatrice si l'histoire était autobiographique. Elle souriait et répondait que toute fiction contient des parcelles de vérité. Romain était présent à chaque séance de dédicace, assis discrètement au fond, applaudissant quand elle montait sur scène. Il avait appris à partager la vedette, à célébrer ses réussites comme si c'étaient les siennes. Et peu à peu, Lefebvre Corporation changea aussi. Romain commença à déléguer davantage, à faire confiance à son équipe, à trouver un équilibre entre travail et vie personnelle. Il installa un observatoire sur le toit de l'immeuble et commença à proposer des séances d'astronomie aux employés 1 fois par mois. De petits pas pour devenir l'homme qu'il voulait être, pas seulement celui qu'il pensait devoir être. Ce fut une nuit claire de décembre, 1 an après ce vendredi à l'observatoire de Saint-Cloud, que tout s'accomplit enfin. Romain emmena Béatrice sur le toit de son appartement où le télescope était installé. Des bougies allumées formaient un chemin, des pétales de rose étaient éparpillés sur le sol. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Béatrice en riant. Une question qui aurait dû être posée il y a longtemps. Il s'agenouilla et Béatrice sentit son cœur s'emballer. Cette fois, la boîte était différente. Quand il l'ouvrit, une bague de fiançailles traditionnelle brillait à la lueur des bougies. « Béatrice Fournier, tu m'as réappris à regarder les étoiles. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rêver, pour aimer vraiment. Tu as transformé ma vie d'une manière que je ne croyais pas possible. Et maintenant, je veux passer le reste de mes jours à prouver que tu as fait le bon choix en me donnant une seconde chance. Veux-tu m'épouser ?» Béatrice pleurait et riait en même temps. « Oui, 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt et la tira dans un baiser qui semblait sceller non seulement un engagement, mais tout le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Des cendres de la douleur, ils avaient construit quelque chose de nouveau, de plus fort. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime au Havre, sur la plage où Béatrice avait grandi. Il n'y eut pas de faste excessif, pas de démonstration de richesse, juste la famille, les amis proches et la mère comme témoins. Pendant les vœux, Romain dit « Je promets de ne plus jamais prendre de décision pour nous, sans te consulter. Je promets de t'écouter, de te respecter et de t'aimer chaque jour, même les plus difficiles. Je promets de regarder les étoiles et de me souvenir que tu m'as réappris à rêver. » Béatrice répondit « Je promets de te défier quand tu oublieras qui tu es. Je promets de te rappeler que tu es plus que ton entreprise, plus que ton nom de famille. Je promets d'être ta partenaire, pas ta subordonnée. Et je promets de t'aimer, non pas malgré tes défauts, mais en les incluant. » Quand le maire les déclara mari et femme, l'assistance applaudit debout. Camille pleurait ouvertement. La mère de Béatrice serrait dans ses bras l'homme que sa fille avait choisi, reconnaissante de voir le bonheur sur son visage. La vie ne devint pas parfaite. Ils se disputaient encore, n'étaient pas toujours d'accord, avaient encore des jours difficiles. Mais la différence, c'est que maintenant, ils affrontaient tout ensemble. Romain apprit à s'excuser quand il avait tort. Béatrice apprit à laisser tomber ses défenses quand elle avait peur.
Béatrice publia 2 autres livres les années suivantes, chacun ayant plus de succès que le précédent. Romain commença à étudier l'astronomie de manière formelle, s'inscrivant à un cours du soir à la Sorbonne. À 42 ans, il permit enfin aux garçons qui rêvaient des étoiles de refaire surface. Et les nuits claires, quand le travail et les obligations étaient laissés de côté, il montait sur le toit avec le télescope et passait des heures à explorer l'univers. Romain montrait des constellations, expliquait les planètes lointaines, et Béatrice écoutait, émerveillée non seulement par le cosmos, mais par l'homme à ses côtés qui avait appris à être vulnérable, à être réel. 2 ans après le mariage, Béatrice découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle arriva un après-midi, ordinaire, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Quand elle l'annonça à Romain, il la prit simplement dans ses bras, la fit tourner dans le salon et pleura de joie. Il pleura parce qu'enfin, après tant de temps passé à construire des murs, il avait appris à construire des foyers. Leur fille naquit un matin de printemps, avec les yeux sombres de son père et le sourire têtu de sa mère. Ils l'appelèrent Hélène, ce qui signifiait « lumière », parce que c'était exactement ce qu'elle représentait, la lumière qui était née de l'obscurité qu'ils avaient tous deux affrontée. Et quand Hélène fut assez grande pour demander comment ses parents s'étaient rencontrés, Béatrice racontait l'histoire avec honnêteté. Le café renversé, le patron froid qui s'était révélé être un homme au cœur chaleureux, les erreurs commises et les secondes chances accordées. Comment le véritable amour n'est pas celui qui n'affronte jamais de tempête, mais celui qui apprend à danser sous la pluie. Romain complétait en disant que sa mère lui avait enseigné la plus importante des leçons, qu'il n'est jamais trop tard pour être qui l'on est vraiment, que les rêves reportés peuvent encore être réalisés, que les étoiles brillent toujours même quand les nuages tentent de les cacher. Et ainsi, la jeune femme têtue que personne ne pensait capable de survivre un mois aux côtés du millionnaire le plus redouté de Paris n'avait pas seulement survécu, elle avait fleuri, s'était transformée, et ce faisant avait également transformé l'homme que tout le monde croyait incapable d'aimer. Parce qu'à la fin, ce qui comptait, ce n'était pas l'empire de verre, les contrats millionnaires ou la réputation implacable. Ce qui comptait, c'était les nuits sous les étoiles, les rires partagés, les mains enlacées, tandis qu'ils construisaient ensemble un avenir qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer seul. Béatrice avait réussi là où toutes avaient échoué, non pas en s'intégrant à son monde, mais en ayant le courage de montrer qu'un monde meilleur les attendait. Un monde où la vulnérabilité était une force, où les rêves comptaient autant que les tableurs, où l'amour était la seule mesure qui valait vraiment la peine d'être mesurée. Et tandis que Paris continuait sa course effrénée en contrebas, sur le toit d'un penthouse de la Défense, 2 cœurs battaient à l'unisson, regardant l'infini et sachant que malgré tous les obstacles, malgré toutes les tempêtes, ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. L'un dans l'autre pour toujours.